Voilà, donc là-dessus. il y aura des analyses voilà, un peu croisées qui pourront être faites. Donc, un grand merci à tous et on se retrouve donc à 14 heures pour redémarrer. Peut-être reconnectez-vous juste 5 petites minutes avant pour qu'on puisse vraiment redémarrer à 14 heures. À tout à l'heure. Merci, bon appétit à toutes et tous. Ok, bonjour à tous. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Loïc Daridon et je suis professeur à l'Université de Montpellier au laboratoire de génie mécanique et de génie civil, laboratoire de mécanique et génie civil. Et je travaille en fait sur les activités autour de la mer depuis 4-5 ans. Je vais vous présenter un petit. Aujourd'hui, donc, cette table ronde, elle est liée sur la transition énergétique et la motorisation. Donc, moi, je vais commencer par une introduction sur le moteur électrique. Donc, je vais ouvrir des portes ouvertes, à mon sens. Et puis, je vais vous montrer quelle interaction on a avec les laboratoires et la R&D de l'Université de Montpellier, avec le laboratoire qui s'appelle l'IES. Et puis après, je vous montrerai une start-up qui s'appelle Néocéan, qui est liée, comment ça s'appelle, le propos vient de choses qu'on a développées, qui est une émanation de l'Université de Montpellier à travers 3 laboratoires, à savoir l'IES pour l'électronique, le LIRM pour l'asservissement et le LMGC pour tout ce qui est mécanique. Donc voilà, donc si tu veux bien mettre ma présentation, s'il te plaît, Gwenaël. Voilà, donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter rapidement les interrogations qu'on a sur le moteur électrique en mer par rapport à ce qui existe dans la motorisation, on va dire, électrique sur la Terre. Donc aujourd'hui, vous êtes tous, à Montpellier en tous les cas, c'est une certitude. Et dans la région, par exemple, aujourd'hui, on a plein de subventions pour acheter des vélos électriques à Montpellier et il y a de plus en plus de voitures électriques autour de nous. C'est un fait et qui n'était pas si évident que ça il y a 10 ans ou 15 ans quand Tesla a commencé. Donc, est-ce que tu peux passer? Donc voilà, globalement, qu'est-ce que la motorisation électrique et quels sont les avantages des véhicules terrestres? Ou du moins, quels sont les avantages? Donc, une chose qui est très importante pour la mer, et en tous les cas, c'est la réduction des nuisances sonores, c'est-à-dire qu'un bateau à moteur fait beaucoup plus de bruit qu'un bateau électrique. Une voiture électrique, c'est pareil. Donc, il y a clairement la suppression des émissions de gaz polluants. Il n'y a pas de rejet non plus d'huile ou d'hydrocarbures dans un moteur électrique. C'est de la même façon que pour les véhicules terrestres, c'est des entretiens beaucoup plus simples du système. Il y a moins de pièces mobiles, donc pour les mécaniciens, c'est moins de travail et plus pour les électroniciens et les automaticiens. Donc c'est quand même plus simple. On a plus de couples à bas régime aussi, c'est-à-dire que le fait mais tout ça, c'est des choses, on va dire, standards des moteurs électriques. Il n'y a pas de déchets d'entretien. Alors là, on en reviendra après. Il y en a un gros que tout le monde connaît, évidemment, c'est la batterie. Donc là, je dis, il n'y a pas de gestion d'entretien. En fait, c'est au sens où, au cours quand on utilise il n'y a pas de révision de la machine, quoi. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de choses comme ça, de liquide de refroidissement. Et donc, c'est quand même intéressant. Et puis, ce sont des systèmes qui ont quand même des grande fiabilité de fonctionnement. Les moteurs électriques, ça marche très bien, ça s'use très peu, sauf évidemment la batterie. Mais la batterie, globalement, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont, on va dire, à la hausse, c'est-à-dire que plus ça va, plus les batteries sont performantes, plus la puissance au kilo est performante. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt en augmentation de qualité et de performance. Donc, mais ça reste un gros problème, le problème de la batterie. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin de ce table ronde une alternative à la batterie en stockage d'électricité qui est globalement comment on met l'hydrogène au niveau de la navigation. Et c'est pas obligatoirement complètement antinomique, mais on voit bien que c'est un problème. Donc, quels sont
pour moi, les avantages liés à la mer du moteur électrique, le premier reste la réduction des nuisances sonores. Alors, pour nous, c'est extrêmement important. On se rend compte, si vous voulez, et on verra notamment avec le projet de Néo-Océan, c'est qu'en Méditerranée, un peu plus que sur la côte ouest, on est envahi. Il y a énormément de scooters des mers et d'engins de ce type-là, et c'est des engins qui sont relativement nuisibles en termes de niveau sonore. C'est-à-dire que ça s'entend très loin sur l'eau. Sur l'eau, on entend très vite, très 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 loin, et ça fait beaucoup de bruit. Donc ça, c'est important, mais c'est aussi également pour la faune, parce qu'en fait, les moteurs électriques font plutôt de la haute fréquence. Et ça a une distance de propagation qui est relativement faible. Et donc, c'est moins nocif, a priori aussi, pour la faune. Et il y a des choses qui sont faites là-dessus sur la nocivité du bruit pour la faune marine. Après, c'est facile de faire 2 moteurs électriques ou en fait 2 cartes pour un seul moteur. Donc, il y a des choses qui permettent d'avoir 2 moteurs indépendants. Hein, ça, c'est moins en moins évident, mais ça arrive. Il y a le fait de passer avec des pods électriques, c'est relativement simple. Et là, c'est pareil, à la fin dans une autre présentation, vous verrez un moteur où, sans arbre, où l'hélice, elle n'a pas d'arbre central. Donc là, on voit aussi que c'est plus simple de faire ça avec des moteurs électriques, si on peut le faire, c'est envisageable. Après, on peut, l'électricité sur les bateaux, ça peut être généré par le vent, par l'hydrolien ou par le photovoltaïque. Donc là, il est écrit que, voilà, alors je l'ai mis en plus petit parce que la personne qui m'en a parlé m'a dit que dans la plupart du temps, les bateaux sont utilisés dans des endroits fortement ensoleillés. Alors là, je dis, ça se discute, mais en mer, globalement, on a quand même soit du vent, soit du soleil. Donc ces deux sources d'énergie peuvent être transformées en électricité. Voilà. Est-ce que je peux avoir la suite, s'il te plaît? Voilà. Donc les problématiques, c'est exactement les problématiques que tout le monde connaît sur les batteries, sur les moteurs électriques, c'est le volume ou moins l'autonomie liée, c'est-à-dire avec un bateau électrique, combien de temps je peux. Tout le monde sait que 1 litre d'essence ou 1 litre de gasoil, c'est une densité d'énergie de fou. D'accord? C'est au moins 1 litre de mémoire, je dirais que c'est 25 à 26 kilos de batterie. Donc c'est quand même beaucoup. Imaginez quand vous mettez 500 litres ou 100 litres de gasoil, combien ça fait en batterie, ça fait quand même énormément, donc c'est un problème. Il y a le problème de recyclage des batteries, donc ça, on peut revenir à la discussion d'avant sur comment on peut recycler intelligemment un bateau. Donc si on met en place des motorisations électriques, il va falloir que l'APER se mette aussi sur le recyclage des batteries, parce que ça va être important. Après, il y a les infrastructures à quai, puis on ne peut pas recharger obligatoirement avec une prise en 220. Donc ça devient compliqué, mais bon, en tous les cas, c'est important. Euh, les choses auxquelles on s'est confronté, c'est l'absence, a priori, de normes électriques spécifiques aux bateaux. Donc, on n'a pas trouvé de choses spécifiques. Sur les bateaux électriques, c'est un peu compliqué de trouver des normes. Il y a aussi le dimensionnement des grosses puissantes. C'est-à-dire, si on veut des bateaux qui ont 3000 watts ou des choses comme ça, et qu'on a des basses tensions, c'est compliqué si on veut conserver. Donc, il y a quand même un peu des challenges techniques. Donc, ça, c'est ce qui est relevé, par exemple, par l'IES. Et puis, après, si on fait des choses, c'est que globalement, l'offre commerciale de la motorisation, elle est pas très développée. Si on prend les motoristes thermiques, il y en a quand même un certain nombre. Les motoristes électriques, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est aussi, alors, qui est de l'œuf ou de la poule, mais en tous les cas, il faut se poser la question. Aujourd'hui, en tous les cas, ça reste une offre faible et relativement chère. Et puis après, il y a la transposition des solutions des moteurs thermiques aux moteurs électriques. C'est pas obligatoirement toujours. On peut pas faire directement un moteur thermique, d'une solution thermique à un moteur électrique en changeant simplement, on va dire, ce qu'il y a sous le capot. Il faut peut-être être un peu plus intelligent pour arriver à optimiser la mise en place des moteurs électriques. Alors,
globalement, nous, on a quelques pistes en fait de solutions ou de réflexions qui sont là pour alimenter plutôt la table ronde et ce qui va être présenté plus tard. Voilà, donc c'est promouvoir des espaces à zéro émission. Donc ça, il y a des choses qui sont mises en place dans les parcs marins, dans les eaux intérieures. Donc parce que là, on parle beaucoup on va dire, de ce qui se passe sur la façade est et moi la face sud et la Méditerranée Atlantique. Mais entre les deux, il y a des eaux intérieures. Et dans les eaux intérieures, c'est aussi une problématique, la pollution, le bruit, l'électricité. Et on sait par exemple que sur le lac Léman, actuellement, ou en Suisse, à très court terme, il n'y aura plus de moteur thermique. Donc il y a aussi, il va y avoir peut-être une volonté politique de basculer vers les zones en disant, ben voilà, si vous êtes dans telle zone en parc marin, eh ben, vous n'aurez pas de droit d'y aller avec un moteur qui soit pas électrique. Après, on peut se poser la même question. Aujourd'hui, je parlais que en Occitanie, on a des primes pour acheter une voiture électrique. Il y en a eu par l'État. Des vélos électriques, il y a des primes au niveau de l'Occitanie. À ma connaissance, il n'existe pas de prime pour l'achat de bateaux électriques et on peut se poser la question sur la volonté politique de mettre en place cette solution-là. Donc, c'est la discrimination positive plutôt que de, on va dire, et taxer les moteurs thermiques, on peut favoriser les autres. Après, ben, il y a des solutions hybrides qui sont à mettre en place de type ben, voile, pile à combustible, hydrogène, comme ce qui va être présenté. Et je sais qu'il y a des solutions en Méditerranée qui ont été développées avec des bateaux à hydrogène et un moteur électrique avec batterie. Donc, mais dans tous les cas, en fait, là, c'est plutôt la source plutôt que le moteur en lui-même qui est différencié. C'est-à-dire que il y a le moteur électrique qui est une chose, et puis la source de l'électricité qui en est une autre. Et puis il y a une chose qui est importante à notre avis, c'est de continuer la R&D autour de ces moteurs et des sources énergétiques, mais et pas mal autour des moteurs. Voilà. Donc là, je vais vous présenter ce qui est fait par un laboratoire de l'Université de Montpellier. Donc, c'est à l'Institut d'électronique des systèmes. Il y a un groupe, il y a une équipe de recherche qui s'appelle le groupe en énergie et matériaux. Donc, c'est les travaux, ils ont été faits par Daniel Matt. Et donc, en fait, ils ont commencé à développer des moteurs électriques pour les cartes, pour un tracteur, pour un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ils avaient un petit moteur. Et donc, ils sont capables de faire 5 kW au kilogramme, donc ce qui est quand même pas mal pour un moteur électrique. Et on a fait une marinisation de ce moteur électrique. Et on est arrivé à globalement 1 kW au kilogramme parce qu'il faut mariniser. Alors, l'intérêt de ce petit moteur, c'est que la motorisation est en entraînement direct. Alors, pour l'étude puissance, c'est faisable. Donc, l'hélice est directement sur l'axe du moteur, donc ça limite le nombre, toute la mécanique. Donc, moi qui suis mécanicien, ben, ça marche pas très bien. Moi, c'est pas bon pour mon business, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est une structure qui est semi-étanche. Alors, la façon dont on s'est fait, c'est pas très, ça peut prendre l'eau, mais c'est-à-dire que alors que le moteur électricité, l'eau, voilà, c'est pas très bon. Mais là, en fait, le moteur, il est fait. Après, on a un système de palier liste et de butée magnétique pour arriver à faire fonctionner ce système. Alors, une des problématiques, c'est que si on met l'hélice directement sur l'axe du moteur, il y a une poussée. Et cette poussée, elle n'existe pas quand on fait tourner un kart. Voilà. Et une des applications, donc, les gens qui ont développé ces moteurs avec trois autres laboratoires de l'université, on a fait émerger un projet qui s'appelle l'Overboat par la société Néocéan. Donc, je vais vous présenter ce petit, cette société, cette société et puis le bateau qui est autour. Donc là, j'aurais pu rajouter, c'est donc une spin-off de l'Université de Montpellier qui est gérée par Vincent Dufour. Et il y avait trois laboratoires qui sont associés au développement de cet engin, qui sont l'IES, pour le côté plutôt motorisation, électricité, gestion de l'énergie, l'IRM, qui est lié à tout ce qui est asservissement, et puis le LMGC pour tout ce qui est, on va dire, hydrodynamique et design des foils. Donc en fait, donc comme vous voyez, c'est un bateau électrique sur foil. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc en fait, ce que je vous ai dit, c'est que vous voyez, il y a trois choses importantes dans ce bateau.
qui sont liées à 3 spécificités des laboratoires que je vous ai cités. Il y a la propulsion électrique, l'automatisme et les foils. Et donc, on s'est dit, nous, que pour rendre un bateau électrique intéressant, une solution, en fait, c'est de limiter les frottements. Une solution pour limiter les frottements, bah, c'est de faire voler le bateau au-dessus de l'eau avec les foils. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas que nous, hein, il y a Sierre, il y a plein de, il y a plein de gens qui commencent à développer ça. Et une chose qui est importante, c'est l'automatisation et le vol du bateau. Et ça, c'est assimilable à ce qu'on appelle le pilote et l'horizon artificiel des avions. Et donc, ça, c'est vraiment de l'automatisme. Et ça, c'est vraiment important pour arriver à faire voler un bateau pour tout le monde. Si les gens ont fait un peu de foil, soit sur des bateaux à voile, soit sur des planches, soit sur des surfs, l'asservissement, c'est quelque chose qui est compliqué. Et là, en fait, c'est un système qui est automatisé. Donc là, autour de ce triptyque, j'aurais pu rajouter les 3 laboratoires et ça aurait pu être plus intéressant comme transparent. Vas-y, le suivant. Eh ben, en fait, c'est une innovation. Donc, dans l'éco-innovation, on pense que c'est quelque chose qui existe. Alors, eh ben, en fait, c'est une innovation qui a été reconnue par un certain nombre de choses ou de labels. Donc, on est Solar Impulse, on est Green Tech Innovation, on est Grand Prix de l'innovation en Occitanie. Donc, ce petit projet, en fait, vient d'une spin-off de l'université, du travail de recherche entre des laboratoires, et on a obtenu ça. Et donc, si tu mets le dernier transparent, ben, plutôt que de longs discours, ben, voilà ce que ça fait sur l'eau. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une solution quand même qui est innovante à plus d'un titre et qui est aujourd'hui opérationnelle. Voilà, moi j'en ai fini. Donc voilà, donc là c'est le moteur électrique, les foils. Voilà, après c'est bon, hein, c'est bon pour moi, hein. Tu vois, ça va recommencer tout le temps là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Hop. Donc je vais passer la parole. Ah oui, c'est moi qui dois parler encore. Donc je vais passer la parole à Roman Pasco, qui doit faire une présentation sur ce qui s'est passé dans le Morbihan. Rebonjour tout le monde, parce que je suis déjà intervenu ce matin sur les mouillages innovants. Je ne sais pas si c'est Guénaël ou quelqu'un d'autre qui va mettre le diaporama. Voilà, ça va être assez rapide, c'est pour vous présenter un travail qui a eu lieu, donc c'est moi qui le présente, mais c'est un travail collaboratif, voilà, vous voyez, entre le Parc naturel Jaunalphe, Vanaglo, les comités professionnels de conchyliculture et de pêche, les services de l'État, Morbihan Énergie et la Compagnie des ports du Morbihan qui gère un certain nombre de ports et des zones de mouillage dans le golfe du Morbihan. L'idée de ce travail, c'était de travailler sur l'ensemble de la flotte de bateaux qu'on peut trouver dans le golfe du Morbihan, qu'ils soient bateaux de loisirs ou bateaux professionnels, vraiment pour avoir une idée large de quel type de bateau on pourrait, dans l'avenir, convertir ou acquérir en motorisation électrique. Alors, je dis dans l'avenir, il faut savoir qu'aujourd'hui, le parc a investi depuis 2 ans dans un semi-rigide à motorisation électrique. On a la chance que l'entreprise Nabiwatt, là, qui est un des leaders dans le domaine, est basée juste dans le golfe du Morbihan. C'est pratique pour nous et c'est vrai que je pourrais aussi témoigner si besoin sur l'achat de ce bateau où en l'occurrence les batteries sont incorporées sous le pont du semi-rigide. Donc c'est vrai que quand on voit notre bateau de loin, on ne sait pas si c'est un moteur thermique ou électrique. C'est un semi-rigide qui a vraiment à quelque chose près la même forme qu'un bateau classique. Mais voilà, c'est important, c'est pas juste changer un moteur, ça suffit pas. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est pas mon métier. Si on passe à la suivante, voilà, l'idée c'était vraiment juste les 3 cercles, de regarder selon 3 critères la faisabilité technologique. Je laisserai les spécialistes parler, hein, ce qu'on a appelé l'appétence, donc en fait la possibilité ou pas avec le propriétaire du bateau concerné d'aller vers de l'électrique et l'intérêt également économique de le faire ou pas. Donc ça a été vraiment nos trois portes d'entrée pour travailler là-dessus. Et si on passe à la diapo suivante, l'idée, c'était vraiment de travailler sur un projet de territoire, hein. Le golfe du Morbihan, certains d'entre vous connaissent, cette petite mer fermée
qui est assez, voilà, 11 500 hectares, 7 000 bateaux ou place au port, plus tous les bateaux mis à l'eau le matin, ressortis le soir. Donc, voilà, il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de types de bateaux. Et on se dit que c'est sûrement un des bons spots pour expérimenter tout ce qu'on peut passer en électrique. La méthode qui a été utilisée, alors il y a 3 bureaux d'études qui sont cités en bas de chaque diapo, hein. Évidemment, il y a des bureaux d'études spécialisés qui nous ont accompagnés. Je ne sais pas si Édouard Serreuil de Morbihan Énergie est toujours connecté, mais il peut évidemment venir compléter ou répondre aux questions en tant que représentant de Morbihan Énergie, qui était le porteur de ce projet. Si on passe à la diapo suivante, Guénéaël, voilà, en fait, voilà, le Golfe, c'est 7 000 bateaux, je l'ai dit, sans doute plus près de 10 000 avec tous ceux qui sont dans les jardins ou sur des remorques. Donc en fait, ces 10 000 bateaux, on les a classés en 5 grandes catégories. Les bateaux de marchandises, les bateaux, ce qu'on appelait des administrations ou des services publics, tout ce qui est bateaux à passagers, tout ce qui est bateaux professionnels, notamment pour la pêche et l'agriculture marine, et tout ce qui est lié à la plaisance et au nautisme. Et après, dans chacune des catégories, on a refait des sous-catégories, ce qui fait qu'on arrive à 25 grandes familles, et on a étudié chacune de ces familles. On peut passer à la diapo suivante. J'ai juste mis 2 exemples, hein. Je pense qu'il sera possible que Morbihan Énergie transmette le rapport final si besoin. J'ai juste mis 2 exemples. J'ai choisi, voilà, les vedettes à passagers, ça a pu être des bateaux ostréicoles, de pêche, de loisirs, tout ce qu'on veut, bateaux à voile. La plupart des bateaux à voile ont des moteurs, les annexes. Voilà, et selon chaque famille, on a regardé ces 3 critères, faisabilité technologique, l'appétence, la pertinence économique. Donc là, en l'occurrence, ce sont les bateaux à passagers qui font des liaisons, y compris vers les îles hors du Golfe. Donc il va à Watt, Edic, Belle-Île, ce qui demande, voilà, de l'autonomie, de la puissance différente de bateaux à passagers qui restent dans le Golfe. Donc là, en l'occurrence, chacun des critères a été évalué avec des codes couleurs, vert, faisable, orange, moyen et rouge, compliqué. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est assez compliqué pour les raisons que je vous ai dit. Enfin, c'est pas évident pour les raisons que je vous dis pour ce type de bateaux qui font des trajets assez longs, qui peuvent avoir des vitesses élevées quand ils sortent du Golfe. À l'intérieur du Golfe, la vitesse est limitée à 10 nœuds, mais dès qu'on sort du Golfe, elle est supérieure. Et on sait que voilà, plus loin aller vite, plus il faut l'énergie, il faut stocker cette énergie, etc. Donc là c'est assez compliqué. Et si on regarde l'autre exemple, je suis resté sur une vedette à passagers, mais là qui reste dans le Golfe, qui n'en sort jamais. Alors c'est pas seulement celui-là, hein, la photo c'est un exemple, mais voilà, c'est plus simple d'un point de vue technologique. Là c'est les professionnels qui le disent, c'est pas moi. L'appétence peut être plus simple, c'est une délégation de service public, c'est-à-dire que c'est la région qui est derrière, donc c'est peut-être plus facile pour un organisme public de dire demain notre nouveau bateau il sera à motorisation électrique. Et la pertinence économique et environnementale, bah oui, ce sont des trajets courts qui durent une demi-heure. Là en l'occurrence le bateau il fait Vannes l'île d'Ar, c'est une demi-heure maximum. On peut imaginer qu'il soit, si c'est sur batterie, moi je vous dis je ne vais pas parler technique, mais qu'il soit rechargé soit à chaque trajet, soit si c'est l'hydrogène, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est plus simple d'un point de vue technologique, c'est plus simple d'un point de vue politique et ça a plus de pertinence économique et environnementale. On a d'autres projets où tous les critères sont rouges. Donc voilà, l'idée c'était vraiment pour ces 25 grandes familles de voir où c'est plus facile que d'autres, pour que aussi, pour montrer l'exemple et pour que des premiers bateaux sortent en motorisation électrique, bah, qu'on aille vers là où il y a le plus de faisabilité technologique, vers là où il y a le plus d'appétence, de possibilités également politiques, et vers là où il y a également de la pertinence économique et environnementale. On a traité aussi bien des bateaux qui sont avec des propriétaires publics, hein, là je viens de partie de la région pour cette DSP, et on a également évidemment traité tous les bateaux non propriétaires et privés, que ce soit des plaisanciers ou un ostréiculteur ou un pêcheur. Donc voilà, c'était pour vous présenter rapidement cette étude. L'intérêt qu'on avait trouvé avec Stéphanie et Rachel, qu'on a préparé cette table ronde, c'était de montrer que on ne travaille pas que sur des bateaux de plaisance. Souvent, quand on parle bateau électrique, c'est bateau de plaisance. Et on peut aussi avoir des réflexions et sortir des bateaux. J'espère que le prochain bateau qui va desservir l'île d'Ars sera à motorisation électrique. C'est en tout cas un projet qui est parti, entre guillemets. Merci. Hop. Merci beaucoup, Ronan. Donc, je vais passer. Ouais, on peut se poser effectivement sur les systèmes où c'est un peu comme
la navette dans le port de Marseille, si on peut la brancher aux 2 extrémités de son trajet pour que recharger les batteries, on est sur des problématiques qui sont beaucoup moins compliquées que effectivement sur des trajets très longs. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais passer la parole à Marie-Laure pour qu'elle nous présente le rôle de l'expérience, mais là, ce coup-ci, sur les barres catalanes. Donc ça, c'est plus dans la Méditerranée. Marie-Laure n'a pas le micro, Gwen. Il semblerait qu'on ne lui ait pas autorisé le... Maintenant, Marie-Laure, vous pouvez allumer votre micro maintenant, je pense. Ouais, c'est bon là. Il n'est pas allumé, mais vous pouvez le faire. Avant, vous n'aviez pas le droit. Maintenant, c'est Ok, bon. c'est Ok, bon. merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, fort et clair. Oui. Ok, merci. Le département se devait de participer à ce programme éco-naviguer dans une aire marine protégée à 2 titres. Le premier, c'est parce qu'il est effectivement gestionnaire de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Et puis, il a au sein de ses services un atelier de restauration de barques catalanes. Et la réglementation faisant que même sur ces types de barques, il faut avoir un moteur de sécurité. Mais évidemment, dans le cadre aussi de son engagement pour le développement durable, on avait pris le parti d'équiper ces barques catalanes de moteurs électriques. Et donc, le projet a consisté à mener cette expérimentation sur les 2 ans du programme. On peut passer à la diapo suivante. Alors, ce n'est pas pour que vous la lisez, c'était tout simplement pour présenter un peu le contexte. Donc, j'ai commencé à le faire. Et donc, dans le cadre de ce programme, on a travaillé avec Naviwatt et on a travaillé aussi avec les établissements d'enseignement, notamment le lycée de la mer de Canet et puis l'école supérieure en énergie renouvelable qui est basée, SUPENR, qui est basée à Perpignan. On peut passer à la diapo suivante. Donc, l'expérimentation s'est faite avec 2 barques qui sont la propriété donc, du département, qui ont été restaurées au niveau du département. Alors, puisque le libre penseur, le premier que vous avez en haut, il a été restauré avec l'aide du département et donc maintenant, il fait partie d'une association. Donc, ce libre penseur, lui, a été équipé d'un moteur électrique POD. Les 2 barques que je vous présente ici, l'objectif, ça a été dit par la première intervention. Cet atelier se trouve dans une baie et nous, l'objectif, c'était aussi de réfléchir à ce que ces moteurs électriques puissent être justement réalimentés avec des énergies autres, si possible, que l'énergie électrique au port, et notamment avec les énergies renouvelables. Donc, le libre penseur, lui, le test s'est porté sur une éolienne et la Samarcande qu'on voit en dessous, le test s'est porté sur un hydrogénérateur couplé avec des panneaux solaires. Alors, sur le libre penseur, comme vous voyez, c'est déjà le premier défi pour nous, c'est des vieilles barques. Comme vous voyez, les années, elles ont plus de 100 ans. C'est des barques qui sont en collection du Musée de France. Et donc, il y avait déjà un super défi parce qu'il fallait s'adapter déjà à ces barques et à ces carènes qu'on ne pouvait évidemment pas transformer, d'où les aménagements de pods ou d'hydrogénérateurs. Mais c'est aussi que, par défaut, et ça on y tient, la première propulsion de ces barques, c'est évidemment le vent. Et donc, typiquement sur le libre penseur, l'expérimentation avec l'éolienne c'est avéré difficile puisqu'effectivement, l'éolienne, il fallait déjà trouver un endroit sur le pont pour la placer sans que ça gêne à la navigation. Et finalement, ça représentait quand même un encombrement non négligeable. Et d'autre part, ça a été trop long à recharger le moteur avec cette éolienne. Donc, cet essai n'a pas été concluant. Donc, pour poursuivre malgré tout l'expérimentation avec ce bateau, il devrait prochainement être équipé justement de panneaux solaires et donc de refaire des tests de charge via ces panneaux solaires, lorsqu'évidemment le bateau est en mer.
Concernant la Samarcande, donc c'était un bateau plus petit. Et donc là, l'expérimentation avec les panneaux solaires donc, qui sont positionnés sur certains montants du ponton du bateau ont donné satisfaction. En revanche, l'hydrogénérateur, pareil, on a eu des difficultés puisque là, le bateau étant petit, il n'avait pas assez de puissance en navigation pour pouvoir recharger correctement les batteries avec l'hydrogénérateur. Donc, fort de ces deux expérimentations, et donc même si aujourd'hui le programme Éco-Naviguer est terminé, l'atelier va se lancer dans une nouvelle expérimentation, justement de récupérer l'hydrogénérateur de la Samarcande pour pouvoir équiper un troisième bateau donc un peu plus grand et essayer d'atteindre donc des performances énergétiques avec ce nouveau bateau, puisqu'a priori, ils ont tablé qu'il faudrait avoir une navigation d'un peu plus de 5 nœuds pour avoir des performances pour recharger les batteries. On peut passer à la diapo suivante. Dans la foulée de notre exemplarité, de cette expérimentation, qui a bien sûr intéressé d'autres associations qui gèrent le patrimoine maritime sur la côte, mais d'autres ont suivi notre exemple. Et aujourd'hui, on a donc 2 autres barques qui sont équipées d'un moteur électrique, en l'occurrence donc les 2 premiers, là, l'Albada et le Dulciana, et un troisième qui est en cours de construction et donc qui sera équipé également avec un moteur électrique. On peut passer à la dernière diapo. Donc, ça a été aussi dit un peu dans la première intervention, et je le redis, dans la configuration où l'on se place à Poly, là où est positionné l'atelier, et Poly, c'est aussi une baie très, très large où beaucoup de bateaux viennent mouiller. Les étudiants de SUPNR nous ont proposé de réfléchir à une plateforme qui pourrait être une plateforme de recharge en mer. Alors, ce n'est qu'une réflexion menée par donc, des étudiants dans leur cadre de projet de recherche. Pour autant, il y a quand même deux générations, deux groupes d'étudiants sur 2 années scolaires qui ont planché là-dessus. Et donc, qui ont cherché un peu à voir si on partait sur une plateforme de ce genre-là, quels seraient les besoins énergétiques journaliers au vu des bateaux à recharger, de leurs besoins énergétiques, quel serait le nombre de panneaux photovoltaïques à équiper sur cette plateforme, est-ce qu'il faudrait rajouter une autre source du type, par exemple, éolienne. Donc voilà, donc ils ont un peu réfléchi à tout ça, les contraintes à prendre en compte, tant sur le calcul du nombre de batteries que sur les autorisations réglementaires, que sur les performances énergétiques. Donc aujourd'hui, la réflexion n'est pas achevée, pour autant on n'a pas de nouveaux étudiants qui travaillent là-dessus. Mais voilà, on a un peu ce projet, on l'a mis un peu en tête, on le garde sous le coude, même s'il y a encore évidemment pas mal de contraintes et de perspectives à voir, tant sur le coût de l'électricité que sur la faisabilité de la chose, ou voire même sur l'emprise en soi du projet au sein de cette baie, puisque malgré tout, ça serait une plateforme avec une taille qui serait pas négligeable. Voilà, mais en tout cas, l'essentiel de l'expérimentation, c'était surtout pour effectivement avoir une réflexion sur la façon dont les bateaux équipés avec un moteur électrique et des batteries, la façon dont ces batteries peuvent être rechargées en navigation ou au mouillage pour essayer de s'affranchir d'une source électrique à quai. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette intervention. Effectivement, si c'est on fait des éoliennes offshore, effectivement, ce serait peut-être une bonne idée de se poser la question. Il y a des
de faire des plateformes de recharge électrique offshore. Mais en fait, une alternative aux batteries, et il y avait des gens qui étaient venus à Montpellier présenter soit la batterie, soit l'hydrogène. Et donc là, une alternative à avoir beaucoup de batteries stockées, en fait, c'est d'avoir de l'hydrogène à bord des bateaux. Donc ça, c'est ce que va nous présenter Marc Jaouen. Oui, bonjour. Donc, Marc Jaouen, je suis ingénieur d'études thématiques hydrogène au sein de l'Université de Bretagne Sud. Donc, l'Université de Bretagne Sud a défini quatre écosystèmes, dont l'industrie du futur, auquel est intégré l'hydrogène et l'hydrogène marin. Et donc, je vais vous proposer un petit peu un peu de culture générale autour de l'hydrogène. On peut passer à la suivante. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Eh bien, c'est l'hydrogène renouvelable en tout cas. C'est la production du gaz hydrogène, d'hydrogène, à partir de l'eau, donc par un phénomène d'électrolyse. Lequel phénomène d'électrolyse est alimenté par des sources d'énergie électrique renouvelables, si on veut faire de l'électricité, si on veut faire de l'hydrogène renouvelable. Donc parmi les principales, il y a l'éolien terrestre ou offshore, il y a le photovoltaïque, il y a l'hydrolien et puis il y a l'houlomoteur, par exemple. On peut revenir à la précédente, voilà. On réalise une électrolyse et on récupère d'un côté du dihydrogène, donc du H2, et de l'autre côté du dioxygène, du O2. Au jour d'aujourd'hui, seul l'hydrogène est valorisé, donc on a un oxygène fatal, sur lequel on peut effectivement se pencher sur la valorisation de cet oxygène. Je ne vais pas développer là-dessus, c'est pas l'objet du séminaire d'aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est une source aussi d'augmentation du rendement de l'opération d'électrolyse, c'est de valoriser le dioxygène pour augmenter la pertinence économique de cette opération. Donc, une fois cet hydrogène produit, il faut le transporter, le stocker. Donc, on a plusieurs pistes. Qui sort sous forme de gaz. Alors, il est léger et il a une densité volumétrique qui est quand même très très faible, des densités énergétiques volumétriques très très faibles. Donc il faut le comprimer, ou bien le transporter sous forme de liquide. Donc liquide obtenu par refroidissement du gaz, hein, donc on a un changement de phase, on passe de la phase gazeuse à la phase liquide. Ou bien sous forme de liquide, donc avec un mélange avec des liquides chimiques, donc ce qu'on appelle les liquides organiques de transport de l'hydrogène, les LOHC, ou bien sous forme de solide, essentiellement des hydrures métalliques. Alors solide dans le sens large, hein, ça peut être solide, c'est-à-dire un élément solide non déformable. Comme on voit sur la photo du haut, donc des pains d'hydrure métallique, ou bien sous forme de pâte. Donc on a une pâte d'hydrure de métallique aussi en bas. Donc les deux sont des hydrures métalliques sur les photos. L'une sous forme de pâte et l'autre sous forme de pain solide. Donc on peut passer à la suivante. Se pose ensuite la question de l'utilisation de cet hydrogène pour retrouver de l'énergie mécanique, puisque c'est l'énergie mécanique qui fait avancer le bateau. Donc on passe effectivement par un dispositif de moteur électrique, comme il a été précisé sur la première intervention de Loïc Daridon. Moteurs électriques qui peuvent être à bord ou bien sous forme de pod. Mais pour pouvoir réutiliser mettre en mouvement ces moteurs électriques, il faut convertir l'hydrogène en électricité. Donc la conversion de l'hydrogène en électricité, elle se fait en utilisant des piles à combustible. Donc on injecte l'hydrogène donc en haut à gauche dans le dispositif. On injecte de l'oxygène, donc l'oxygène de l'air en haut à droite, et on récupère de l'air et de l'eau d'un côté, de la chaleur également, qui est une production fatale de la réaction. C'est une réaction exothermique. Et on récupère ce qu'on cherche à récupérer tout en haut, c'est l'énergie électrique, le mouvement d'électrons qui va permettre de mettre en mouvement le moteur.
Alors, ces piles à combustible ont des temps de montée et de descente en régime qui sont non négligeables, donc il y a toujours besoin d'une part de stockage sous forme de batterie, donc qui soit conjointe à la pile à combustible pour qu'on puisse répondre aux besoins de manière immédiate en puisant sur la batterie, le temps que la pile à combustible monte en régime de production et qu'on soit opérationnel sur la pile à combustible. Donc on peut passer à la suivante. Donc alors l'hydrogène et les intérêts de l'hydrogène, c'est d'abord effectivement, comme l'a dit Loïc Daridon, c'est une réduction des bruits liés à la propulsion des navires. C'est également, et ce qui a été précisé sur la première intervention, une absence d'émissions, donc produits de combustion, hydrocarbures, dérivés soufrés pour le diesel. On pense aussi aux eaux de fond de cale, hein, qui sont quand même des éléments potentiellement polluants dans les activités nautiques, qu'elles soient de loisirs ou professionnelles. Un meilleur respect des biotopes par rapport à cette réduction des pollutions. Et c'est aussi, d'un point de vue socio-économique, une souveraineté énergétique des territoires, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant de ressources fossiles ou fissiles qui seraient extérieures au territoire, mais on produit l'énergie sur le territoire. Et on développe aussi des chaînes d'activités professionnelles qui permettent de développer des emplois. Donc on relocalise en fait la valeur ajoutée. Et ça, je pense, a un intérêt tout à fait intéressant, enfin tout à fait important sur nos différents territoires. On va parler un petit peu de voilà, alors c'est l'état de l'art de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, on a quand même une très très forte majorité de l'hydrogène produite dans le monde. Ça, ce sont des chiffres mondiaux qui sont produits. Donc une très forte majorité d'hydrogène produite dans le monde qui est produite à partir de sources non renouvelables, hein. Donc le gaz naturel, le charbon, l'électricité fossile nucléaire, tout ça, c'est du non renouvelable, hein, quoi qu'on en dise, le nucléaire. Il faut quand même de l'uranium pour pouvoir faire fonctionner une centrale électronucléaire. Donc l'uranium, il faut aller le chercher et on sait que les ressources en uranium sont finies. On a à peu près, au jour d'aujourd'hui, à périmètre constant d'utilisation, à peu près 80 ans d'autonomie sur l'uranium. Et donc la seule hydrogène proprement renouvelable et verte, c'est celle qui est produite à partir d'électrolyse de l'eau sur une base d'électricité purement renouvelable, donc le vent, le soleil et les mouvements d'eau de la mer ou des courants ou des cours d'eau en fait. Au jour d'aujourd'hui, sur ce tableau assez gris quand même de l'hydrogène, on émet près d'1 milliard de tonnes de CO2. Et donc il y a un enjeu important de mutation pour pouvoir faire réduire drastiquement ces émissions de CO2 liées à l'hydrogène. On a également un prix encore élevé de l'hydrogène vert, donc à peu près 10 kg du kilogramme, ce qui présente à peu près 1 kWh. À titre d'exemple, 1 litre d'essence, c'est 9 kWh, donc on est à peu près 90 € l'équivalent litre d'essence. Ce qui est quand même, il y a quand même un gap assez important. On a néanmoins des solutions qui arrivent à des horizons très très proches, entre 4 et 6 € le kilo. Et l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui est aux alentours de 1 €, 1,50 € le kilo à horizon 2030. Alors parmi les éléments, voilà, donc on va passer sur les perspectives. Donc voilà, les perspectives du développement de l'hydrogène en France. On a deux scénarios, donc Ambition 2030 et Ambition 2030+, donc un scénario moyennement optimiste et un scénario très optimiste, avec entre 180 kilotonnes par an et 1100 kilotonnes par an de production d'hydrogène. Donc création de 50 à 100 000 emplois en France, donc non délocalisables. Et des perspectives de baisse de coût de l'hydrogène vert de l'ordre de 85%, donc on passe à 1,50 € à peu près.
Ces baisses de coûts, ce déploiement important de l'hydrogène va passer par, il faudra passer des verrous technologiques, donc des verrous technologiques au niveau de la conception des électrolyseurs et des piles à combustible. Donc les piles à combustible utilisent des métaux rares, et donc il y a des équipes de recherche qui travaillent sur la substitution de ces métaux rares. Des verrous, une diversification, une démocratisation de l'hydrogène qui va aussi passer par la massification des usages, et donc il y a une feuille de route qui a été définie par l'association France Hydrogène, qui montre que l'usage portuaire, et donc dans un premier temps professionnel, est une des sources, une des voies les plus probantes pour pouvoir obtenir cette massification, puisqu'on a au niveau des ports une concentration des usages marins et terrestres sur l'hydrogène qui est tout à fait possible, et donc qui permet de mutualiser les installations de production. Et on va pouvoir passer à la suivante. Donc on a une dynamique qui est en marche, hein, malgré tout, c'est balbutiant encore, mais ça démarre. Sur le territoire breton, on a vu la desserte du golfe du Morbihan qui se fait sur bateau électrique, et il n'est pas impossible d'envisager un rétrofit hydrogène à un avenir plus ou moins proche. On a Lorient Agglomération qui a un Transrad, donc à peu près un quart d'heure de traversée, qui est intégré dans le réseau de transport urbain, hein, donc c'est un bateau bus qui aujourd'hui est en propulsion diesel. Il y a un navire qui a été en électrique Super Kappa, mais il y a quelques petits soucis de conception qui ont rendu le Super Kappa inopérant. Donc il y a un projet de deux navettes, donc électriques toutes les deux, donc un rétrofit du Super Kappa en hydrogène, et un sister ship qui serait lui nativement en hydrogène. On a également sur de la mobilité lourde, que ce soit les bennes à ordures ménagères ou les bus, des solutions hydrogènes qui émergent et qui sont commercialisées, de même que les balayeuses de voirie, et également des groupes électrogènes, donc avec notamment une entreprise bretonne, H2X Écosystème, qui vient de développer un 350 kVA, donc kilovoltampères de groupe électrogène, uniquement à hydrogène. Donc on peut passer à la suivante. Et donc voilà, c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu l'état des lieux de l'écosystème hydrogène aujourd'hui sur quelque chose de balbutiant. Au niveau du territoire breton, donc on voit quand même qu'il y a un nombre d'acteurs qui sont identifiés, qui se positionnent de manière dynamique sur l'hydrogène. Et voilà, c'est le début d'une aventure assez importante. À mon sens, l'hydrogène a vocation à remplacer les combustibles fossiles, et la massification, la multiplication et les économies d'échelle qui vont permettre une plus grande utilisation de l'hydrogène sont de nature à pouvoir en rendre le prix plus acceptable et plus démocratique. Ah, Voilà. on t'a perdu, Marc Ah non, alors. moi j'ai pas coupé mon micro. Ok. Voilà. Non, Donc, mais ok, ça voilà. a dû sauter. Ouais, je me tiens éventuellement à disposition des personnes qui auraient des messages, enfin des questions à me poser. Vous pouvez envoyer un mail, et puis je répondrai bien volontiers. Merci, Marc. Voilà. On va passer à l'avant-dernière présentation de cette table ronde, qui est une autre sur le transport des passagers dans le parc national des Calanques par Hugo Blanchet. C'est ça, exactement, merci. Hop, de rien, merci à vous. Donc Hugo Blanchet pour le pôle mer Méditerranée. Aujourd'hui, l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter une démarche qui est mise en place par le parc national des Calanques pour accompagner la transition énergétique des navires de transport à passagers qui naviguent en cœur de parc. J'interviens en tant qu'AMO du parc dans cette démarche. Et cette démarche, alors on peut passer à la slide juste après. Merci. Cette démarche, elle se base sur le constat suivant. C'est une activité qui,
en gros, fait transiter 550 000 personnes par an, chaque année, dans le parc. Et c'est ce qui constitue la première activité économique en cœur de parc. C'est une activité qui est opérée par 35 sociétés privées, donc ça représente un global à peu près une 60aine de navires, qui ont des capacités de passagers variées, des tailles également variées. Et sur cette 60aine de navires, environ 21 navires, une vingtaine de navires sont thermiques et bénéficient d'un droit historique, c'est-à-dire une autorisation de naviguer en cœur de parc, donc qui est antérieure à 2012, antérieure à la date de création du parc, et qui ne répondent pas du coup à l'ensemble des critères qui valent aujourd'hui pour l'acceptation de nouveaux navires qui peuvent naviguer dans cette zone. Alors sur la carte en dessous, c'est la zone qui est en bleu foncé. Et sur la base de ce constat-là, le parc a souhaité accompagner les armateurs, créer un effet levier parmi les armateurs qui disposent de ces autorisations, pour à la fois réduire les émissions de CO2, et d'autre part réduire les nuisances sonores émises par cette activité, donc dans une démarche de décarbonation au niveau des émissions de CO2, d'amélioration de la gestion de cet espace naturel protégé et de l'amélioration aussi de la gestion des flux touristiques sur cet espace. On peut passer à la slide suivante, qui, elle, met en avant le processus qu'a mis en place le Parc national des Calanques pour finalement arriver au lancement d'un appel à projet qui aura la vocation à aider financièrement les armateurs à faire évoluer leur flotte, à s'équiper de nouveaux matériels, moins polluants, moins impactants, voire le renouvellement de navires. Et donc, pour ce faire, il s'est appuyé sur deux organismes. D'une part, le pôle mer Méditerranée, donc, qui est en AMO, je le disais en introduction, pour réaliser différentes tâches, on va dire, au sein de cette mission, qui sont, par exemple, dans le cadre de l'étude technique, je vais revenir un petit peu après sur ce point-là, mais on identifie les différents leviers incitatifs qui permettraient aux armateurs de se lancer dans cette transition énergétique de leur flotte, d'effectuer cette évolution, de pouvoir investir dans de nouveaux équipements, quels sont les taux d'aide qui leur seraient favorables. On a réalisé aussi deux inventaires qui, eux, mettent en avant un certain nombre de solutions techniques applicables pour ce type de navire, et également un autre inventaire qui lui référence un certain nombre d'acteurs qui disposent des compétences pour effectuer ces transformations. Je reviendrai encore un petit peu donc, sur la slide d'après sur ces sujets. On les accompagne également sur la recherche de mécénat et de financement pour faire grossir l'enveloppe de l'appel à projet qui aujourd'hui est majoritairement financé dans le cadre du plan de relance. Donc ça, voilà, c'est une des actions qui se déroule actuellement, et on les accompagnera également dans la sélection du scénario et des documents de cadrage de l'appel à projet qui a vocation à sortir au printemps 2022. Sur cette histoire de scénario, en fait, elle fait directement appel au travail qui est aujourd'hui en cours, une étude technique qui est réalisée par le bureau d'études en architecture navale Moric, et qui s'associe à deux partenaires qui sont Mayday Electronics et Navenship, et une étude technique qui vise à collecter un ensemble de données à la fois sur les équipements à bord des navires, sur les modes de consommation, sur les consommations des navires, les utilisations, les projets à venir, ce que les armateurs ont anticipé ou non. Et sur la base de ces différents travaux, ce bureau d'études proposera différents scénarios d'évolution qui serviront à cadrer au plus proche des attentes des armateurs et également du contexte de la flotte, donc l'appel à projet. Et donc la cible de cet appel à projet, c'est ceux qui bénéficient de ce fameux droit historique et potentiellement les plus polluants. On peut passer sur la troisième slide, qui, elle, donc je reviens un petit peu sur la partie des inventaires qui ont été réalisés par le pôle pour apporter un aperçu, finalement, des solutions techniques disponibles et potentiellement adaptables sur ce type de navire. Le premier, donc, s'articuler en 3 points. D'une part, la conception de navires neufs, en partant sur des systèmes de motorisation dont on vient de parler précédemment, sur des systèmes, donc sur le design aussi du bateau, pour améliorer l'hydrodynamisme, ça peut être avec des hydrofoils par exemple, ou sur les systèmes de propulsion pour gagner limiter en tout cas les pertes d'énergie, avoir un gain d'énergie sur le système de propulsion. Cette réduction des nuisances sonores et des pollutions atmosphériques a aussi été envisagée sous l'angle de la transformation de navires, du rétrofit de navires, par des projets de remotorisation, de passage en hybridation, par exemple, de réduction des nuisances sonores par de nouveaux matériaux isolants phoniques. Voilà, ça pouvait être ce type de projet. Et évidemment, ces différents exemples d'équipements, de solutions qui peuvent exister pour ce type de navire, ils nécessitaient de mettre en avant un certain nombre de préconisations qui vont faire évoluer, en tout cas qui vont de pair avec cette évolution dans la transition énergétique, qui sont d'une part les infrastructures disponibles
en milieu portuaire, notamment sur les questions d'avitaillement des navires, des questions aussi qui tournent autour de la formation des marins, sur les compétences pour maintenir le matériel à bord, pour effectuer la maintenance des matériels à bord, pour avoir une meilleure connaissance de ces nouveaux équipements, et sur le pilotage qui est souvent un élément clé de ces nouveaux systèmes de propulsion et de motorisation, avec une capacité énergétique qui est parfois moindre que celle que l'on va avoir sur le thermique, d'où l'importance aussi de former les marins à un pilotage plus souple, et des questions aussi qui tournent autour de la maintenance, pour améliorer la maintenance des matériaux, des équipements à bord, et garantir leur efficacité énergétique notamment. Le second inventaire, donc lui, s'attachait à identifier un certain nombre d'acteurs disposant des compétences techniques pour déployer ces différents équipements à bord des navires. Ils ont été catégorisés en quatre catégories: des bureaux d'études, des intégrateurs, des chantiers navals spécialisés dans de la construction neuve ou du refit, avec également des spécificités sur les matériaux employés, et des équipementiers. Alors, le petit graphique ci-dessous permet juste de se représenter de la répartition des différents acteurs, avec un effort qui a été mis, bien sûr, sur la façade méditerranéenne, puisque le projet a vocation à aider les armateurs présents sur le périmètre du Parc national des Calanques. Mais on est également allé chercher des compétences sur d'autres régions, notamment Loire-Atlantique, Bretagne et Vendée. Voilà ce que je voulais dire pour ce projet-là. Mais ce qui me semble intéressant à mettre en avant, c'est vraiment la démarche de construction en amont de l'appel à projet, qui est vraiment la réalisation d'un état des lieux global des besoins des armateurs, des projets à venir, une vision complète du contexte de la flotte, pour pouvoir lancer l'appel à projet, et qui, on l'espère, sera au plus proche des attentes des armateurs, et pourra viser au plus juste pour l'évolution de cette flotte de navires de transport à passagers. Ok, merci beaucoup Hugo. Donc je vais passer la main à Rémi Champola pour qu'il nous présente le propulseur électrique là, de la société iGeneration, et puis après nous aurons 5-10 minutes de table ronde avant de faire une pause, si on est raisonnable. Oui, bonjour, merci à tous, merci Guenel de me donner la parole pendant cette table ronde très instructive. Je vais reprendre pas mal de thèmes qui ont déjà été évoqués dans le passé. Donc iGeneration, c'est une entreprise qui a été fondée en 2012 et avec laquelle on travaillait d'abord sur des thématiques de piles à combustible et d'hydrogène énergie. Et donc dans ce cadre-là, on a d'abord commencé par travailler effectivement sur des thèmes d'hydrogène, justement, et sur lesquels on a travaillé notamment dans le nautisme et dans la plaisance. Et assez rapidement, on s'est rendu compte d'un gros manque sur la partie propulsion, justement. On a fait pas mal de pré-projets et finalement, on s'est rendu compte qu'il manquait encore un petit peu de maturité sur les systèmes propulsifs et sur les bateaux pour pouvoir les électrifier. Donc ça rendait à peu près vain l'effort de chercher à mettre des piles à combustible sur les bateaux, puisque les bateaux eux-mêmes et les systèmes propulsifs n'étaient pas vraiment encore prêts à accueillir ces systèmes. C'est un peu comme si on essayait de mettre un moteur de Formule 1 sur un châssis de 2 chevaux. Il y avait une incohérence profonde entre le moyen de stockage et puis le système de propulsion. Je ne sais pas qui passe les slides, mais si on peut passer à la suivante, voilà, ça résume à peu près le constat qu'on s'est fait. Jusque-là, un bateau électrique, c'était un bateau sur lequel on avait tendance à retirer le moteur thermique, on met le moteur électrique à la place et ça y est, ça nous fait un bateau électrique. Évidemment, il y a des gros problèmes face à ça, parce que quand on change de source d'énergie, le cahier des charges n'est plus tout à fait le même, les problématiques sont plus les mêmes. Évidemment, en électrique, on cherche à optimiser tout ce qui est rendement énergétique, parce que ça prolonge la durée d'utilisation du navire. Ça limite aussi le niveau de puissance qu'il faut installer pour propulser une embarcation donnée. Et tout ça, forcément, ça génère des coûts supplémentaires. Et quand tout est quand on arrive à inverser un petit peu la vapeur, on est dans une spirale vertueuse et on rend accessible en fait des usages à l'électrique qui n'étaient pas avant pour des histoires purement financières. Je vais repasser à la slide suivante. Donc en fait, le travail qu'on a fait, nous, c'est justement d'essayer de casser un petit peu tous ces codes, de reconstruire un petit peu la propulsion autour de la thématique de l'électrique et d'ingurgiter ça en fait très en amont
d'un développement. Donc on s'est mis un peu dans une boîte noire, on a effacé tous les préconçus et on a reconçu le moteur autour du thème de l'électrique. Il y a un constat parallèle qu'on a fait aussi assez rapidement. Les architectes navals pourront le dire. En fait, quand on multiplie par 2 la vitesse d'un bateau, peu importe le bateau, la puissance qu'il faut envoyer à l'hélice, elle multiplie par 8. Donc ça monte au cube de la vitesse. Et ça a une conséquence très simple, c'est que finalement, tant que les moyens de stockage seront relativement limités, finalement l'usage de l'électrique va d'abord se focaliser sur les bateaux assez lents, donc les bateaux à déplacement, ceux qu'on peut facilement, entre guillemets, convertir, ou ceux dans lesquels l'usage sera plus facile à convertir, on aura un besoin de quantité d'énergie stockée qui sera a priori 8 fois moindre. Donc l'image que vous avez à l'écran, c'est le compromis sur lequel on est arrivé. Donc effectivement, ça s'assimile à un pod où on l'installe de diverses façons, mais l'idée c'est que là-dedans, on a retiré le maximum de pièces qu'on considérait inutiles. Donc on a commencé par faire un moteur effectivement électrique de gros diamètre pour qu'il génère du couple et suffisamment de couple en fait pour les pales qui sont à l'intérieur, qui pointent vers l'intérieur, en retirant tout ce qui est réducteur et en fait renvoi d'angle qui sont des sujets de perte assez importants, de perte énergétique. On a également mis ce moteur du coup assez rapidement dans une tuyère marine, une tuyère de Corte, qui est le type de tuyère que vous trouvez sur les chalutiers, les remorqueurs, tous ces bateaux, qui finalement ont besoin de pousser très fort, mais qui font assez peu de vitesse. Et comme ça correspondait bien au cahier des charges, on a décidé assez rapidement qu'on serait sur une hélice carénée, donc dont la carène héberge le moteur. J'en profite pour faire une petite aparté sur le fait justement d'avoir aussi recentré le besoin sur un seul usage et pas avoir essayé de faire un moteur qui sert un petit peu à tout, mais assez mal. C'est assez typique du hors-bord conventionnel qu'on a aujourd'hui sur nos bateaux. C'est tellement facile en fait en thermique de surestimer un petit peu les puissances, de surgonfler un petit peu les réservoirs pour pallier les problèmes d'efficacité énergétique. Finalement, c'était des questions qui se posaient pas du tout. Et c'est pour ça que maintenant, en électrique, il faut quand même se prendre un petit peu la tête à reposer la question et essayer d'optimiser un peu l'ensemble. À force d'avoir retiré un peu toutes ces pièces inutiles pour des raisons d'efficacité énergétique, on finit par avoir un produit qui est assez robuste puisqu'il a très très peu de pièces en mouvement, il n'y a qu'un stator et un rotor. On a aussi un produit qui est très léger. Alors il fait 14 kg pour 7 kW, je suis un peu moins léger que ce qui était annoncé un peu plus tôt tout à l'heure en motorisation électrique, mais il y a toute la chaîne propulsive dedans, il y a aussi des hélices. Enfin, le truc est intégré, quoi. Il y a plus besoin de rajouter d'autres pièces autour de ça. C'est probablement la raison pour laquelle on est un peu plus lourd que le kilogramme par kilowatt, je crois. Le fait d'avoir retiré l'axe central aussi était important pour nous parce que qui dit axe central dit un petit poteau qui vient le chercher, qui descend pour aller chercher le milieu de l'hélice. Et ce petit poteau vient perturber en fait le flux des pales en amont et faire un petit secteur sur lequel les pales sont du coup inefficientes. Et il se trouve que justement, ça permet aussi de faciliter le passage des débris, notamment les fils de pêche, les algues et toutes ces choses-là. Voilà un petit peu les différentes caractéristiques de notre moteur et du coup ça nous permet en fait avec un moteur électrique qui développe à peu près 6 chevaux de puissance au niveau de l'hélice, donc à l'endroit de l'hélice. On remplace des moteurs thermiques qui eux ont à peu près 20 chevaux de puissance au même endroit. Donc on arrive sur certains usages, donc là je parle spécifiquement des usages de poussée, on arrive de temps en temps à être quasiment 3 fois plus performant qu'une topologie conventionnelle de moteur hors bord, quoi. Voilà, je vais passer à la slide suivante, même si je ne sais plus exactement ce que mon employé a fait. Bon, c'est un peu le résumé un peu de notre startup. On a une petite équipe pour l'instant. L'enjeu pour nous, c'est évidemment de passer des protos. Là, on est passé en phase de pré-série, donc on a une capacité de production de 15 à 20 appareils par an. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de croître et puis de vendre de plus en plus d'appareils. On a une ambition d'environ 50 appareils sur cette année et les principales difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui sont plutôt des difficultés de financement. Malheureusement, c'est très très compliqué. En France, on a des cultures qui sont assez originales, notamment sur la finance. Et en finance, aujourd'hui, on finance facilement tout ce qui est digital, tout ce qui travaille sur le web, etc. Et il y a une petite difficulté, en dépit
l'engouement qu'on peut avoir pour tout ce qu'on appelle des startups à impact. On a une petite difficulté à financer avec des finances privées du hardware, donc du matériel, en dépit du fait que ce soit de la green tech, c'est pas si évident. Donc après, tous les leviers publics sont très présents et participent grandement à l'intérêt qu'on peut susciter chez des investisseurs, mais réellement c'est là que se situe le nœud du problème, d'essayer de mobiliser justement cette petite partie de fonds de financement privé qu'il faut mettre pour pouvoir après utiliser les leviers. Voilà. Rémi, oui. Ouais, je suis en plus super d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, mais je pense que malheureusement, il faut s'arrêter un petit peu, sinon on n'aura pas le temps d'échanger avec les personnes. Tout va bien. Et notamment au GEM, ils ont aussi réfléchi on est tombé exactement sur les mêmes conclusions que vous sur les moteurs électriques, qu'il était sûrement plus intelligent de le faire avec sans axe, comme ce qui est fait là, et que c'était plus adapté que les moteurs thermiques aujourd'hui, qui sont aussi sans axe, mais il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je crois que c'est Julien qui doit gérer ça. Si tu as des questions à proposer, Julien. Oui, justement, puisqu'on est sur cette présentation-là, quelqu'un demande comment avez-vous traité les efforts de poussée sur cet appareil, sur le High Generation? Oui, alors du coup, en réalité, alors on a à l'intérieur de la pièce, là, de la tuyère, on a tout simplement deux butées à billes qui sont en aval et en amont du rotor et qui reprennent l'effort de l'hélice. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la tuyère génère une grosse partie de l'effort statique en fait. On a à peu près 40% de notre poussée statique qui provient de la tuyère, qui elle n'a pas besoin justement de système mécanique pour transmettre l'effort de poussée, et ça soulage grandement les roulements. Donc les butées à billes, communément, ça encaisse des tonnes et des tonnes de poussée. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur un appareil d'environ 6 kW, il n'y a pas une poussée qui est délirante non plus. On parle d'environ 110 kg de poussée. Et donc, relativement à ce que peut encaisser une butée à billes, finalement, on est très très loin voilà, d'une charge maximale. Et donc, c'est très confortable pour nous. Voilà. Ok, merci. Une autre question qui arrive sur le même sujet. Séduisant dans le principe, quelle puissance serait nécessaire en équivalence d'un 55 chevaux diesel pour un voilier? Alors, j'imagine qu'on parle d'un voilier d'environ une douzaine de mètres. Comme je vous l'ai dit, sur des usages vraiment à déplacement, donc je parle d'un bateau pontoon là, qui sert en pure plaisance, où finalement on se rend compte qu'on est le plus performant. On a réussi à remplacer des moteurs d'environ 20 chevaux, donc il faudra à peu près le double de puissance au moins pour pouvoir alimenter ce type d'appareil. Il faut aussi prendre en compte très très tôt justement le besoin de modification d'usage. C'est-à-dire que quand on bascule à l'électrique, forcément on ne peut plus procéder de la même façon que lorsqu'on traitait au diesel. On n'a plus que l'autonomie pour un tout petit peu de croisière ou que des manœuvres de port. Donc, pour répondre à la question très directement, le prochain modèle là fait à peu près 14 kW. Il pourrait développer l'équivalent de ce que développe en poussée un hors-bord de 40 chevaux. Donc, je pense que c'est un peu le bon modèle pour un bateau à peu près de cette taille. Ok, merci. Alors, il y avait aussi une question, alors, ça ne va pas exactement dans le même sens, mais on rejoint le problème du stockage en fait, des batteries à bord et alors là, je m'adresse à tous les intervenants, hein, mais de l'intérêt en fait d'une propulsion électrique sur vraiment de toutes petites unités, justement avec ce problème de stockage. Ou alors, on imagine qu'il s'agit simplement de faire quelques ronds dans l'eau, mais j'imagine que le problème du stockage devient vite un vrai problème sur des petites embarcations. Alors, en réalité, ça dépend vraiment des usages, hein. Et là, je parlais notamment de voiliers, mais en réalité, on a pas mal de clients qui travaillent directement en électrique, qui sont plutôt des bases de loisirs, donc des bases d'exploitation en eau intérieure. Et ces gens-là, en fait, vont très lentement. Ils se déplacent à environ 4 nœuds. Ils peuvent déplacer des assez fortes charges. On a des bateaux de croisière qui vont jusqu'à 10 tonnes à peu près. Et ces bateaux-là, en fait, ne sont pas gênés par le poids des batteries. Donc, on arrive à dimensionner juste l'usage qu'il faut pour que, effectivement, on a une petite restriction de l'usage. On ne peut plus faire 2 semaines de navigation sans jamais passer à
au réservoir, mais si on arrive à avoir un jour et demi d'autonomie, finalement, on se rend compte qu'on arrive à conjuguer l'usage, à le modifier un tout petit peu sans que ce soit trop impactant pour l'utilisateur final. Ça peut marcher, on peut multiplier du coup la taille du pack. Donc oui, effectivement, très gros, ça marche. Très petit, ça marche aussi. Entre les deux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus. Ouais. Oui, Juliane, si je peux apporter un petit témoignage du coup pour le bateau que le Parc naturel régional a acquis il y a 2 ans, donc un semi-rigide, où nous, voilà, on fait nos journées de travail avec voilà, 10 heures, 18 heures sur l'eau, une journée entière. Alors certes, on navigue pas à 25 nœuds, mais voilà, pour l'usage, c'est vraiment l'usage qui est vraiment important. Je confirme ce qui vient d'être dit. Mais voilà, mais nous, voilà, c'est principalement pour faire nos missions de sensibilisation des plaisanciers, pour la faire des suivis scientifiques de plancton ou autres. Voilà, on navigue à 4, 5 nœuds, quand on passe d'une zone de mouillage à l'autre pour les barrages plaisanciers, et on pousse à 10 nœuds pour passer d'une zone à l'autre. De toute façon, le golfe est interdit à plus de 10 nœuds. Mais voilà, si on respecte les vitesses et avec l'usage que nous, on en a, en tout cas, on fait sans problème notre journée de travail, voire des week-ends. On a fait des samedis, dimanches sans le recharger le samedi soir. Il est certain que si on monte à 25 nœuds, au bout d'une heure et quart, les batteries sont vides. Donc, c'est vraiment l'usage qui est important. On a fait plusieurs structures, nous ont demandé d'essayer notre bateau, ce qu'on a accepté à chaque fois si c'était possible. Et pour un service de rade, par exemple, notre bateau est tout à fait compatible puisque c'est peu de distance à peu de vitesse. Donc voilà, je pense que l'usage qu'on en a est vraiment la principale question qu'il faut se poser. Ok, merci. Alors, Finalement, est-ce que, alors là, je m'adresse plutôt à la personne qui est intervenue sur l'hydrogène. Finalement, est-ce que l'intérêt principal de l'hydrogène, c'est pas de stocker de l'électricité en réalité, puisque le vrai problème, c'est ça, c'est stocker l'électricité. Est-ce qu'on produit beaucoup d'électricité en plus, c'est-à-dire plus que la consommation? Je me suis laissé dire, par exemple, que les parcs éoliens offshore en particulier, parfois on est obligé d'arrêter les pales ou de les ralentir parce que elles finissent, enfin, parce qu'elles produisent trop d'énergie. Julien, Oui, si on veut, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense que malheureusement, il faut s'arrêter parce que il y a d'accord, d'autres choses ok, qui veulent ok. parler après. C'est toi le boss. C'est moi le boss, c'est moi qui ai la mauvaise casquette. Mais voilà, donc il y a plein de choses, moi, qui m'intéressent et sur lesquelles je voudrais bien discuter avec les gens s'ils sont ouverts. Et voilà, mais je m'arrête parce que si je t'ai coupé la parole, je me tais aussi. Voilà, merci à tous. Et donc, Merci à tous. je vous Merci. remercie et vous pouvez continuer à interagir avec nous. Et donc là, il y a une petite pause café de un petit quart d'heure pour qui veut. Voilà, merci.